C'est parti. Bonjour à tous, merci d'être présents pour notre webinaire du POC à l'industrialisation que nous proposons ce jour, donc le 14 mai. Nous le proposons en tant que PICOM by Cap Digital. Donc, pour petit rappel, PICOM est le pôle des industries du commerce spécialisé dans le retail en Hauts-de-France. Nous avons fusionné avec Cap Digital en janvier 2020. Donc, cette fusion a été bien sûr mise en accord avec l'ensemble de nos adhérents. Juste pour rappel, quelques chiffres clés. Cap Digital est un collectif d'environ 1000 membres composé de 850 PME, 70 grandes entreprises, 70 écoles et universités, 6 communautés d'agglomération et 12 fonds d'investissement. Alors, effectivement, il y a déjà bonjour à vous deux. Vous avez sur votre droite, je reprendrai après, vous avez sur votre droite un onglet de chat et un onglet de questions. Vous pouvez effectivement tous nous dire bonjour via l'onglet de chat. Et au fur et à mesure de l'intervention de nos différents intervenants, vous allez pouvoir utiliser l'onglet de questions. Et effectivement, un replay sera disponible pour poser l'ensemble de vos questions. Je reviens sur ma slide des chiffres clés. Donc, Cap Digital est un collectif qui existe depuis 14 ans maintenant et qui a eu la chance de pouvoir organiser à ce jour 120 événements, notamment Futur en scène. Nous travaillons sur 6 marchés, la ville durable, technologie, data, intelligence artificielle, industrie culturelle et créative, la santé, l'éducation, formation, les ressources humaines, les commerces et services. Et nous avons également pas mal de partenariats européens qui, à ce jour, se comptent à hauteur de plus de 100 partenariats. Comme indiqué, nous allons donc intervenir sur la thématique du POC à l'industrialisation avec nos différents partenaires, à savoir Monsieur Jean-Michel Flamand. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Qui sera l'intervenant principal en tant que CEO du cabinet Sixensi. Monsieur Thierry Cosson de l'ESAF, qui est responsable industriel région Europe de l'Ouest. Bonjour Monsieur Cosson. Bonjour. Et Rudy, qui est cofondateur de la PME Blue Gray. Je laisse donc la parole à Jean-Michel et à Monsieur Cosson, suivi de Rudy, pour la présentation qui démarre maintenant. Bonne présentation. Merci. Merci. Donc, je vais partager mon écran. Activer le partage d'écran. Une chose que tu as peut-être oublié de dire, Nadège, c'est qu'on a remarqué qu'il y avait des petits bugs. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais moi, Jean-Michel, à la fin de ma présentation, le navigateur et à revenir, puisque en fait, apparemment, il y a un petit souci sur le. C'est bon, vous voyez mon écran, tout va bien? Pas encore, pour ma part. Non, on ne voit pas ton partage d'écran. Ça ne devrait pas tarder. Ça arrive. Voilà, c'est parfait. Donc, vous l'avez? Ok, parfait. Et voilà, donc. Bonjour à tous. Je m'appelle Jean-Michel Flamand. J'ai la chance de faire l'introduction de ce webinaire sur la thématique du POC à l'industrialisation, plutôt sur la partie retail, puisque c'est un peu notre métier ici à tous. Voilà. Donc, une petite présentation très rapide de Sixensi. C'est une société qui est spécialisée dans l'amélioration de l'expérience client et l'expérience collaborateur, qui a été créée maintenant il y a 1 an. Et l'objectif de Sixensi, c'est d'aller rapidement en fait sur des projets innovants avec une méthode qui est basée sur l'intelligence collective et qui permet en 6 jours de faire un diagnostic sur l'expérience collaborateur, l'expérience client, en 6 semaines de pouvoir se mettre en action et d'avoir un vrai planning de réalisation de projet et en 6 mois d'avoir des résultats très concrets d'amélioration de ces expériences. Donc ça, c'est la méthode que j'ai pu mettre en place avec des domaines d'intervention qui sont travailler sur sa raison d'être pour être certain en fait d'aller tous dans le même sens, faire évoluer son business, améliorer l'expérience client, l'expérience collaborateur et piloter une transformation ou une direction innovation pour une entreprise plus importante. Voilà pour Sixensi, pour aller vite. Le sommaire du webinaire. Donc,
une introduction sur le rôle du POC, comment piloter un projet d'innovation et la gouvernance de l'innovation que je vais porter. Et ensuite, je vais laisser la main à Thierry et à Rudy sur leur expérimentation qui est super intéressante sur ce qui a été fait sur le SAFRE avec Blue-Griotte. Rôle du POC dans un projet d'innovation. Bon, ça c'est juste pour avoir un peu de vocabulaire et qu'on se mette tous d'accord en fait sur la possibilité, sur les différentes choses qu'on va dire. La partie idée d'abord, forcément, on a une idée d'opportunité en fait qui arrive. Soit, alors quand on a une idée de projet, soit c'est une opportunité, c'est quelque chose qui vient d'arriver, qui n'a pas été planifié. Soit c'est un besoin métier qui a été identifié clairement et on se dit c'est quelque chose qu'il faut faire. Soit c'est une évolution qui est programmée, qui est dans les statistiques, dans la stratégie en fait de l'entreprise. Ça c'est le point de départ. Ensuite, dès lors qu'on a une idée, on arrive au POC. Donc, l'idée du POC, c'est vraiment d'avoir une preuve de concept, une validation technique de la faisabilité du projet. Donc, c'est quelque chose de tout petit et qui permet de se dire, OK, c'est réalisable, on va pouvoir y aller. Une fois qu'on a terminé le POC et qu'il est bon, on va pouvoir passer au prototype. Le prototype, c'est un test sur le terrain. On est vraiment sur le fait de dire, on va se mettre en position de tester les choses en réel et on va mesurer à la fois l'impact métier que le POC que le projet en fait va porter et l'impact sur éventuellement le client quand le client en fait est impacté. Et enfin, on va mesurer surtout l'apport de valeur, c'est-à-dire se dire, effectivement, est-ce que cette idée qu'on a eue au départ apporte la valeur qu'on avait envisagée au départ dans l'entreprise, et on va vérifier aussi la partie stabilité en fait technique du POC sur la longueur. Une fois qu'on a fait le prototype et qu'il est validé, on va pouvoir passer au déploiement et à l'industrialisation. Pour pouvoir se dire, voilà, je prends cette solution technique, cette nouvelle idée, ce nouveau projet, et je vais le déployer sur toute mon entreprise avec tous les impacts métiers que ça comporte. On a des go-no-go à chaque fois, soit parce que l'idée en fait n'est pas suffisamment bonne et pas suffisamment intéressante, donc je vais l'arrêter tout de suite. Soit le POC montre qu'il y a des gros problèmes techniques et que finalement on ne va pas pouvoir aller au bout, donc on peut aussi s'arrêter. Pareil pour le prototype, sur la partie plutôt apport de valeur, coût complet ou impact sur les métiers. Et en fait, à quoi sert le POC au final, hein, c'est l'idée de dire, en gros, ça limite les risques simplement à minima financiers sur une innovation, puisque l'idée, c'est de dire, on dépense très peu d'argent sur le POC, enfin toujours un peu quand même, mais assez peu d'argent. On dépense un peu plus d'argent sur le prototype pour voir si ça marche. Et la grosse somme d'argent qu'on doit dépenser et l'énergie qu'on doit dépenser sur le déploiement, on ne dépense que si tout est validé. Voilà, donc ça, c'est simplement une petite intro sur la place du POC dans un projet d'innovation. Et si je résume, oui, alors un point important, c'est on remarque souvent dans le retail que le retail a du mal à se transformer et a du mal en fait à passer à l'échelle. C'est-à-dire que souvent on va jusqu'au prototype, c'est-à-dire on va jusqu'à un test dans un point de vente, un truc comme ça, puis on va aller jusque-là, mais on va avoir du mal à passer sur un déploiement national ou international. Et toute la question, c'est pourquoi ? Pourquoi est-ce que dans le retail, on n'arrive pas en fait à passer à l'échelle sur un certain nombre de points où il y a beaucoup de déchets dans les projets d'innovation ? Et voilà, on va essayer de répondre à ces questions-là à travers les différentes choses de la matinée. Donc, en résumé, le POC et le prototype, ça permet de limiter les risques à la fois financiers, à la fois techniques et à la fois métiers. Donc, ça permet de valider techniquement un projet, ça permet de valider les impacts métiers pour préparer la conduite du changement, puisque lorsqu'on va déployer, il va falloir quand même qu'on accompagne les équipes à chaque fois, donc on doit préparer cette conduite du changement. Ça permet d'affiner et de valider le coût total du projet, à la fois les investissements et les coûts de fonctionnement pour être certain en fait qu'on appuie sur le bouton du porte-monnaie pour être certain en fait qu'on va jusqu'au bout du projet, qu'on le déploie. Et forcément, ça permet aussi de valider que ça répond à des attentes de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on a imaginé une solution technique qui devait solutionner un problème ou apporter quelque chose de nouveau. Et est-ce que ça apporte vraiment la solution ou est-ce que ça ne l'apporte pas ? Il y a des fois où l'idée n'est pas forcément bonne au départ. Voilà pour l'objectif du POC. On passe à la façon de piloter un projet. Donc ça, c'est un éclairage que je vous ai proposé qui vaut ce qu'il vaut, mais qui est en fonction de la nature du projet. Parce qu'en fait, il y a vraiment des natures de projets différents d'innovation et le mode de pilotage peut être différent en fait d'un projet à l'autre. Alors, voilà. Pourquoi ? Parce que les objectifs des projets peuvent être différents, parce que les compétences embarquées par une équipe projet en innovation peuvent être complètement différentes. Donc, le mode de pilotage diffère et les mesures pour valider l'intérêt du projet peuvent varier aussi beaucoup d'un projet à l'autre. Et c'est extrêmement important de les avoir en tête avant de lancer le projet pour se dire,
toujours pareil, si je lance un projet, j'ai le plus de chances possible d'aller sur l'industrialisation pour essayer d'éviter de perdre un peu trop d'énergie. Les différents types de projets d'innovation. Le premier, alors on va juste en parler un tout petit peu là, même si je sais que Rudy est féru aussi de ce type de projet-là, c'est l'innovation produit, c'est le fait de créer un nouveau produit en fait dans une offre d'un retailer pour avoir une offre qui soit unique, qui soit non concurrencée, pour créer une raison de venue sur un point de vente. Donc là, on est vraiment sur la gamme produit. Hein. On parle souvent de Decathlon comme exemple de référence dans le domaine. J'en parle juste une fois là et je n'en parle pas plus. Le deuxième type d'innovation, c'est l'innovation de process. Alors, l'objectif là, dans ce genre d'innovation, c'est plutôt de se dire comment en fait j'améliore l'organisation de mon entreprise. Comment est-ce que, et l'objectif en général de ça, c'est souvent d'optimiser un coût, de réorganiser une équipe, de réduire un investissement, donc pour pouvoir vraiment augmenter quelque part la rentabilité par les dépenses et par la réduction des dépenses. Ça peut être aussi des outils qui permettent d'améliorer la décision et le pilotage d'une entreprise ou d'améliorer le bien-être et la sécurité des salariés. Donc là, on est vraiment sur des process qui ne touchent pas le client et qui sont des process plutôt back-office. De l'autre côté, on a les projets liés au client, qui sont plutôt des projets donc front. L'objectif, là, au final, et c'est souvent ce qu'il faut se dire, c'est un vrai juge de paix, c'est finalement, en général, c'est l'augmentation du chiffre d'affaires à la fin. À la fin d'un projet de ce type-là, c'est forcément quelque chose comme ça. À travers l'acquisition de nouveaux clients, la fidélisation, par le confort, l'efficacité, le plaisir, etc., l'augmentation du panier ou l'augmentation de la fréquence d'achat. C'est à la fin, ce sera toujours ça en fait qu'on va devoir viser. Et ça peut être la création de nouveaux services pour pouvoir justement améliorer la fidélisation, ce genre de choses. Ce qui est intéressant dans le projet que vous allez voir juste après avec le SAFRE, c'est que c'est un projet qui mixe du back-office et du client. Donc là, je vous donne quelque chose, je vous donne des points de repère, mais ce n'est pas forcément toujours aussi caricatural. On peut avoir des projets qui soient à la fois des projets de process et à la fois des projets d'expérience client. Et le dernier type de projet, c'est les nouveaux business. C'est le fait de dire, ben voilà, on a une nouvelle activité qui est un peu plus disruptive, qui va nécessiter beaucoup plus de réactivité et de pouvoir pivoter exactement comme une start-up. Et donc, on peut le mettre sur un autre type d'innovation où là, l'objectif, c'est de proposer soit une nouvelle création de valeur qui est complètement différente de celle de l'entreprise actuelle, soit une nouvelle façon, en fait, d'apporter la même création de valeur, la même proposition de valeur au client. C'est-à-dire, on change carrément tout, on change l'organisation, on change les modes de travail, on change les outils, et on va apporter la même chose que ce qu'on apportait précédemment. Là, c'est quelque chose qui est plutôt en mode start-up, où on a quelque chose qui est vraiment disruptif. Je continue. Je creuse un tout petit peu sur les différents types d'innovation. Sur l'innovation de process, on va avoir un pilotage de projet qui est, on va dire, un peu plus classique, où on a un cahier des charges au départ parce qu'on sait à peu près où on va et quelle est la demande métier en amont. Donc, en fait, on peut avoir un cahier des charges avec des objectifs qui sont clairement fixés et souvent des résultats qui sont clairement mesurables, parce qu'on sait exactement quel objectif en ROI, en fait, on va avoir. Et on va devoir quand même lever des verrous technologiques ou valider, en fait, l'apport de la technologie, en fait, qui est apportée. Donc, le pilotage projet, il est assez classique. Et les mesures aussi sont assez classiques, ils sont très concrètes. Hein, c'est gain de temps pour les équipes, réduction des dépenses, investissement au coût de fonctionnement, réduction des incidents ou mesures de QVT pour le bien-être des salariés. Donc, c'est vraiment des choses qui sont très, très factuelles avec des mesures qui peuvent permettre de dire oui, non, effectivement, j'atteins mon objectif ou je l'atteins à 90% ou à 75% ou à 120%. Donc, ce sont des projets qui sont assez faciles à mesurer. Exemple de projet, on parle souvent d'intelligence artificielle pour améliorer les stocks, d'intelligence artificielle pour faire la prédiction des ventes, dans l'objectif d'améliorer les stocks, à la fois pour réduire les ruptures et pour éventuellement descendre les stocks en fait en point de vente. Typiquement, c'est un projet back-office qui ne touche pas le client et qui peut être clairement mesuré une fois qu'on l'a mis en place pour pouvoir voir si effectivement mes ruptures sont réduites et si effectivement mes stocks baissent en parallèle. Deuxième projet, la partie liée au client, un peu différente parce que l'idée, c'est que lorsqu'on a une solution qui est envisagée, ce n'est pas forcément la bonne dès le départ. On peut avoir des différences et il faut être absolument certain que le projet en fait corresponde à ce que le client attend. Et donc, dans ces cas-là, en fait, l'idée, c'est plutôt de partir sur quelque chose qui est du design thinking, c'est-à-dire on va d'abord aller écouter le client
pour valider en fait que le client va accepter et va comprendre en fait ce qu'on attend de lui lorsque en fait on va lui proposer ce nouveau service, ce nouveau parcours, cette nouvelle proposition de valeur. Et derrière, on va définir ce que le projet va faire, on va trouver des solutions, on va les prototyper, on va les tester, et on ne va pas hésiter à revenir en arrière s'il y a des choses à améliorer pour être certain qu'il y ait un taux d'acceptabilité intéressant pour le client. Et donc, on est sur un mode que vous connaissez maintenant tous, qui est quand même de plus en plus appliqué, qui est plutôt un mode de design thinking, où on repart vers l'écoute client à chaque fois pour être certain que le projet en fait sera efficace et va atteindre l'objectif. Les mesures, même si c'est difficile pour un projet d'expérience client, normalement, il faut toujours parler de chiffre d'affaires supplémentaire, de variation du NPS ou de la satisfaction client, de la variation du taux de retour au support client, du taux de quarté, etc. Enfin, trouver en fait des mesures, certes, qui ne sont pas en général l'objectif premier du projet, mais qui sont au final ce que le projet doit engendrer. Et ce qui est extrêmement compliqué dans ces projets-là, la plupart du temps, et c'est pour ça que ça pose parfois problème, c'est qu'en fait, les mesures sont beaucoup plus complexes et sont beaucoup plus difficiles à compartimenter. Si vous avez deux projets d'innovation en parallèle dans un point de vente, vous ne savez pas lequel va donner l'amélioration du chiffre d'affaires, etc. Donc, c'est compliqué de faire de l'A/B testing et de savoir si j'ai plus de chiffre d'affaires parce que la saison est bonne et parce qu'il fait beau et parce que du coup, je vends plus de shorts, ou si c'est parce que j'ai fait une opération où j'ai poussé plus de shorts en intelligence artificielle vers mon client, etc. Donc, c'est difficile de mesurer, mais cela dit, il faut essayer de le faire, puisque sinon, on n'arrive pas à valider que ce soit pour ce projet-là en fait qui a gagné en rentabilité, et donc on ne le déploie pas. C'est ça qui est vraiment dommage. Deux exemples autour de ça. Un exemple, par exemple, la notion de géolocalisation dans les points de vente du client pour pouvoir l'aider à aller sur un produit qu'il va chercher, etc. C'est des projets qui ont été testés plein de fois en retail, mais qui ont rarement été déployés parce qu'en fait, on n'arrive pas à mesurer qu'il y a vraiment un chiffre d'affaires supplémentaire associé à cette géoloc. Et en fait, il y a tellement d'efforts nécessaires à faire cette géoloc qu'en fait, finalement, on ne le déploie pas. Et finalement, si on s'était posé la question en amont, peut-être qu'on ne l'aurait jamais testé ou qu'on n'aurait pas perdu de temps avec ce genre de projet. Autre exemple beaucoup plus concret encore et qui fonctionne bien, moi j'ai eu la chance de bosser pour Carter Cash, et à travers les coûts de clients et les coûts de collaborateurs, on a vu qu'il y avait un souci sur la partie livraison express. Donc on a refondu l'organisation de la livraison express pour les points de vente, et ils ont juste fait x20 en livraison express dès qu'on a mis en place le POC. Et donc on voit bien que ça fonctionne et qu'il y a des choses qu'on peut vraiment déployer. Voilà, deux exemples, un qui n'a pas marché et un qui a bien mieux fonctionné. Voilà pour l'innovation liée au client. Je continue sur la partie nouveau business. Alors là, on est sur des choses qui sont plus start-up. Donc, pareil, vous connaissez, on est vraiment sur le fait d'être minimaliste mais réactif pour pouvoir s'adapter et pour pouvoir pivoter le plus possible pour pouvoir trouver le modèle qui soit rentable. Donc, on est sur une organisation vraiment en mode start-up avec une équipe qui soit adaptable. Donc, ça veut dire qu'il peut changer de métier, qu'il peut faire plusieurs métiers en parallèle, réactive et indépendante. J'insiste sur le mot indépendante, c'est-à-dire que par rapport à un grand groupe, il faut que l'équipe soit un petit peu à l'extérieur pour pouvoir continuer à être réactive. Je sais que des gens comme Euratech, par exemple, offrent ce genre de service, en fait, de pouvoir prendre une équipe projet et la mettre à l'extérieur pour créer ce nouveau business. Et les critères de mesure sont des critères de mesure classiques d'une startup, c'est-à-dire est-ce qu'on est en capacité de capter les nouveaux clients, de les fidéliser, de générer du chiffre d'affaires et d'aboutir à un modèle rentable. Donc, on est sur la création d'un nouveau business. Voilà pour les conclusions. Au final, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut vraiment identifier les objectifs finaux pour l'entreprise. Donc, vraiment, au final, ce que le projet d'innovation doit apporter pour pouvoir le valider et passer en industrialisation à terme. Avant même le démarrage, valider le terrain d'expérimentation, les mesures et les critères de décision, même si c'est difficile parfois de se dire ça. Mais si vous ne savez pas mesurer les critères de décision, ça veut dire que le projet, ce n'est pas forcément une bonne idée. Donc, du coup, il ne faut peut-être pas le faire. Et soyez ouverts, adaptables, mais rigoureux. Bon, ça, c'est des postures d'innovation qui sont assez classiques. La gouvernance, je ne vais pas y passer beaucoup de temps et ce sera ma dernière partie avant de passer la parole à Thierry et à Rudy. Donc, comment choisir les projets à mener? Alors, je vais pas répondre à ces questions-là parce que je vais vous poser plein de questions qui vont vous ouvrir, mais c'est difficile de répondre parce que si on avait la réponse à ça et si on avait une gouvernance très propre partout dans toutes les entreprises, ce serait génial. Ce n'est pas forcément le cas tout le temps et c'est difficile. Ça dépend beaucoup de l'entreprise. Première question, c'est quelle place on laisse au projet d'opportunité par rapport au projet planifié et stratégique? C'est très compliqué de savoir à quel point on doit être réactif et à quel point il y a quelque chose qui arrive
et on doit le prendre tout de suite pour pouvoir en fait le mener rapidement à bien, ou alors est-ce qu'on a un projet à 3 ans et on s'y tient. C'est difficile d'avoir la mesure entre ces deux idées. Je pense que vous avez tous votre point de vue sur la question, mais c'est vraiment une question très ouverte. Deuxième question, est-ce qu'on prend les idées issues des équipes, métiers? Évidemment, les coûts des collaborateurs, c'est hyper important. Et il y a beaucoup de boîtes qui organisent des concours internes pour faire remonter en fait des idées, des boîtes à idées, voilà, pour pouvoir derrière savoir ce qu'on peut améliorer. Mais dans ces cas-là, est-ce qu'on se limite à des innovations qui sont juste des innovations d'amélioration et qu'on se coupe des innovations de rupture en fait que les salariés ne voient pas forcément? Et donc, à quel point ça fait juste changer le mode d'innovation en mode je fais des petites améliorations, etc. Donc, c'est une question intéressante. Cela dit, les coûts des équipes, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important parce qu'il y a beaucoup de choses en fait qui viennent du terrain et qui sont réalistes et super intéressants. Une équipe dédiée à l'innovation, une direction innovation, comme on en voit souvent. Mais souvent, on a l'autre problème, c'est-à-dire que la direction innovation porte des projets qui ne sont pas forcément utiles au métier et la direction innovation a du mal à trouver des sponsors métiers. Et là, c'est l'inverse. Du coup, en fait, la direction innovation devient toute seule, elle fait ses trucs et en fait, là, on fait des POC pour des POC et on ne se déploie pas et ça pose d'autres problèmes. Donc, c'est tout le souci. Et parfois, il y a des projets très intéressants qui sont posés par les directions innovation, mais les équipes métiers ne les prennent pas et donc, du coup, on loupe le coche aussi. Et dernière question, on va arriver à un dernier schéma. Issu de l'écosystème, donc là on parle de l'open innovation ou des concours externes, mais dans ces cas-là on a parfois des problèmes de propriété intellectuelle et on est dans le trend des choses qui se font partout, etc. Donc ça pose aussi souci. Cela dit, je pense que c'est un mix des trois en fait qu'il faut, l'écoute des collaborateurs, l'écosystème et la direction innovation, probablement ces trois outils qu'il faut savoir mixer. Et donc, petit schéma qui ne vaut que ce qu'il vaut et qui est très humblement ce que moi je proposerais, c'est dans une direction innovation, pour moi, il y a deux niveaux. Il y a un niveau prospectif et éveil techno qui est hyper important et qui permet d'avoir une vision un peu plus long terme et d'essayer de se projeter dans les innovations qu'on porte. Et cette prospective et cette veille techno, à la fois on le communique et on l'échange avec l'équipe de direction et on la diffuse aux équipes pour que les équipes en fait, puissent être un peu au courant. Et c'est surtout pour moi une direction qui doit qui doit porter des méthodes qui doivent être diffusées aux équipes métiers pour derrière en fait mener les projets. Mais en aucun cas l'équipe innovation doit porter les projets eux-mêmes, puisque s'ils les portent eux-mêmes, ils vont être seuls et ils ne vont pas savoir le diffuser en fait à l'entreprise. Et c'est souvent ce qu'on voit dans les problèmes d'industrialisation des projets d'innovation. Et les équipes projets derrière qui sont montées, qui sont soit des équipes métiers quand on parle de projet back-office, soit des équipes pluridisciplinaires quand on parle de projet front, puisqu'en fait, on va souvent les projets d'expérience client ou de nouveaux services traversent toute l'organisation d'entreprise. On parle de la vente, on parle de la logistique, on parle des achats, on parle de tout en fait en général. Donc, il faut que l'équipe soit pluridisciplinaire pour être certain que le projet fonctionne. Et pour les projets New Business, on parlait de l'équipe complètement indépendante pour qu'elle soit réactive. Voilà pour l'introduction. J'espère que ça vous aura intéressé. Je vais laisser la parole à Lydie et à Thierry. Juste avant de laisser la parole, on a eu deux questions de Bruno. Donc, je me permets de les poser. Où placez-vous le pilote dans la chaîne de valeur? Donc, la chaîne de valeur qui a été présentée en début de présentation, Jean-Michel. Dans cette chaîne de valeur, quelle qualification du pilote et quelle différence par rapport au POC? Alors, à la limite, je vais remonter sur le… J'espère que je ne vais pas vous griller votre réseau en remontant comme ça. Hop, 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 hop. Pour moi, le pilote, ça fait pour moi le pilote, c'est comme le prototype en termes de vocabulaire. Le POC, c'est vraiment quelque chose de très technique et de très petit qui permet juste de valider la partie techno. Et pour moi, le pilote, c'est le proto. Donc, je le place à cet endroit-là. Je ne sais pas si ça répond à la question. Pour moi, c'est la même chose. Pour chacun, n'hésitez pas à utiliser l'onglet questions pour poser vos questions. Bruno, si ce n'était pas le sens, si tu peux revenir vers nous. Ensuite, une autre question. Quelle méthode pour tester, prototyper des process immatériels comme les modèles économiques ou market fit? Là, on est vraiment sur le fait de… Je ne vais pas la faire théorique, je vais la faire très pragmatique. En fait, l'objectif, c'est de tester. Si vous voulez tester un market fit ou si vous voulez tester en fait une approche immatérielle, et ben si c'est par exemple pour aller
vendre un nouveau produit, un nouveau service en fait à un type de client donné, et ben en fait, il faut décrocher son téléphone, appeler des clients de la cible et voir s'il y a un impact ou pas. Je pense que la meilleure façon en fait d'évaluer quel que soit un nouveau service en fait qu'on développerait, bah, c'est de le tester en vrai, mais en mode tout petit. En mode, j'ai mon téléphone, ma bite et mon couteau, entre guillemets, un ordinateur, un fichier Excel, et j'y vais, quoi. Et je vois s'il y a vraiment en fait une appétence ou pas, et si en fait le client s'engage dans la relation. On n'est pas juste sur est-ce que ça vous plaît, est-ce que ça vous plaît pas, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. C'est là, est-ce que vous pouvez vous engager à dire, bah, je fais une précommande et puis dans un mois j'y vais, quoi. Et pour moi, la seule façon de tester un marché et une prestation immatérielle, c'est de la tester en vrai, en y allant en fait sur le terrain. Il n'y a pas d'autres questions. Non, pas d'autres questions. Donc, je pense qu'on peut laisser la parole à M. Cosson et à Rudy. Juste pour rappel, on a remarqué un petit bug ce matin. Donc, Jean-Michel va arrêter le partage d'écran. Si ça bug de votre côté, n'hésitez pas à vous déconnecter, à vous reconnecter. Tout sera mis en place, tout sera remis en place directement. Il n'y a pas de souci. J'espère que je ne vais pas tout casser. Ben, je vais attendre peut-être que Rudy partage son écran avant de repartager le mien. Si vous voulez. Hop. J'y vais. Alors, hop. Bon. Ça a l'air de fonctionner. Ah non, pas pour moi. Alors, moi, je me déconnecte et je reviens. Moi aussi, j'ai un écran noir. Donc, je me déconnecte et je reviens. Ouais, moi, je relance mon partage. Hop. Et ma présentation. Bon, et bien du coup, moi j'ai devant les yeux uniquement ma présentation, donc je ne vois plus le webinar. Donc Thierry, merci de me prévenir si Nadège et Jean-Michel sont de retour. Moi, je suis de retour. Ok. Donc, je me chargerai, donc à la différence de la présentation de Jean-Michel, si vous avez des questions, on va y répondre au fur et à mesure avec Rudy et Monsieur Cosson. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions et j'interromprai la présentation pour pouvoir poser les questions au fur et à mesure pour être sûr de ne rien rater. Voilà. Alors, Jean-Michel n'est pas revenu. Je pense qu'il va revenir. Ben, le revoilà. Donc, c'est parfait. Donc, vous pouvez recommencer sans souci. Merci. Ok, tout le monde voit mon écran, c'est bon? Oui. Oui. Ok, merci. Bon, bah Thierry, je te laisse te présenter. Écoute. Donc, Thierry Cosson, la société Le SAF, donc le groupe producteur de levure basé à Marc-en-Barœul, avec des implantations sur tous les continents et qui fournit de la levure de boulangerie principalement, mais aussi des extraits de levure utilisés dans beaucoup d'applications comme la biotechnologie ou l'agroalimentaire, et d'autres applications pour les levures comme les productions d'alcool ou les levures utilisées en santé humaine, animale et même végétale. Donc la levure et tous ses dérivés, et un spécialiste de la fermentation. Donc moi, je suis le responsable industriel de la région Europe de l'Ouest. Donc cette région commerciale du domaine panification couvre l'usine de Strasbourg, donc pas l'usine de Marc-en-Barœul, elle fait pas partie de mon giron. Et donc l'usine de Strasbourg, une usine en Belgique, une en Allemagne, une en Italie, une en Espagne et une dernière en Angleterre. En Angleterre, c'est pas une usine de levure, c'est un atelier d'améliorant. Et donc là, je travaille en lien direct avec ces usines pour leur faire partager des bonnes pratiques et les faire progresser dans leur méthode de travail, leur performance. Merci Rudy. Thierry. Donc Rudy, je suis cofondateur de Blue Riot et directeur technique également. Donc, Blue Riot, c'est un bureau d'études en objets connectés. C'est-à-dire qu'on conçoit des objets. Donc, ce dont on va parler ici, le sujet, c'est vraiment une innovation de produits, hein, parce qu'on entendait plein de types d'innovations et de POC à mener jusqu'à l'industrialisation. Ici, il s'agit bien de produits et particulièrement d'objets connectés. Je garde un petit peu suspense pour la suite, parce que j'aurai une petite vidéo qui vous montre à quoi ressemble le travail qu'on mène au sein de Blue Riot. Donc, c'est parti Thierry, si tu veux bien reprendre la parole. Voilà, donc le projet qu'on a mené ensemble donc s'appelle le projet Conteneur Connecté. Donc on va passer voilà,
un projet qui a été mené en collaboration entre le SAFRE et Blue Griotte, et je vais revenir après sur la genèse de cette collaboration. Mais d'abord, le contexte de ce projet. Donc, on commercialise de la levure de boulangerie, de la levure fraîche, sous différentes formes. Il y a les pains de levure déshydratés, donc que vous connaissez peut-être, là, les petits cubes qu'on trouve en supermarché ou en boulangerie. Il y a la version industrielle en pain de 500 grammes ou même en sac de 25 kilos pour les boulangers artisans et les boulangers de taille supérieure. Mais on commercialise aussi la levure sous forme liquide en conteneurs. Donc les conteneurs qui apparaissent à l'écran de 300 ou de 1000 litres qui sont destinés à des artisans de taille moyenne à supérieure. Et après, on pourra pouvoir livrer en vrac des grosses boulangeries industrielles, par exemple. Et donc, pour ces conteneurs de levure liquide en 300 litres, 1000 litres, on avait en 2019 environ 300 points de livraison en Europe de l'Ouest. Donc, c'est des points de livraison où nous, on va apporter le conteneur. Pour une partie de ces points de livraison, c'est directement chez l'utilisateur, mais pour une autre partie, on est chez des distributeurs qui eux-mêmes vont les redistribuer derrière vers les utilisateurs finaux. Et donc, comme je disais dans ma présentation, les sites qui vont produire ces conteneurs de levure liquide sur notre zone Europe de l'Ouest planification sont Ahlgis Brugman à Gand pour toute la partie Benelux et l'Angleterre, Silfala à Strasbourg pour les marchés français et allemands, le SAF Ibérica en Espagne, le SAF Italia en Italie et une petite usine qui s'appelle Asmussen, basée dans le nord de l'Allemagne. Donc chacune gère ces différents formats de conteneurs. Si on s'intéresse plus spécifiquement au cas de Silfala à Strasbourg, donc pour revenir sur la France, ils ont à peu près 500 conteneurs de 300 litres en circulation, principalement vers l'Allemagne, et ce nombre de conteneurs est en hausse constante tous les ans. Et donc vers l'Allemagne, ça représente 54 points de livraison et environ 80 expéditions par semaine. Donc il y a un temps de rotation des conteneurs de l'ordre de 6 semaines. Et chaque conteneur, donc juste le contenant, sont des conteneurs qui sont notre propriété, qui sont consignés, qu'on va récupérer après utilisation. Ils valent 1200 € pièce. Sur la partie 1000 litres, on en a actuellement environ 400 en circulation, principalement vers la France, vers 28 points de livraison. Et donc là, c'est 100 expéditions par semaine avec un temps de rotation d'environ 4 semaines. Et les conteneurs coûtent un peu plus cher, coûtent 1500 € pièce. Donc on fait face à pas mal de contraintes avec la logistique de ces conteneurs. Si je la déplace, ça arrête Elle est un peu gênante et quand je fais masquer, ça aide pas. Donc bon. La petite barre de. Bon, on va faire avec. Et donc les contraintes. C'est pour nous, en tant que producteurs, c'est des retours difficiles depuis chez les clients. Donc la logistique de retour des conteneurs est difficile et on fait face souvent à des manques de conteneurs sur notre site de production pour organiser de nouvelles expéditions. Et le suivi de la flotte de conteneurs est assez laborieux. C'est aujourd'hui réalisé par le service supply chain et le service production à l'aide de tableaux Excel et de contacts clients. C'est un processus qui est compliqué et qui marche pas bien. Et pour le client, l'estimation du niveau restant de levure dans les conteneurs est difficile et pas mal de clients se sont plaints à ce sujet. La plupart des conteneurs qu'on utilise sont les conteneurs qui sont bleus sur l'écran. Les conteneurs type IBC blanc, un peu transparents, on en a de moins en moins. Mais le gros de la flotte, ce sont ces conteneurs bleus et on peut pas voir le niveau de levure liquide à travers la paroi. Et beaucoup de clients se sont plaints à ce sujet. Et ça a été la genèse du projet. C'est-à-dire que notre ingénieur support technique commercial en France a eu pas mal de plaintes à ce sujet ou de remarques et a cherché différentes solutions pour aider les boulangers à suivre leur consommation de levure et à estimer le niveau de levure restant dans leur conteneur. Donc des systèmes sur balance, des systèmes avec des débitmètres, mais aucun des systèmes n'apportait une solution technique satisfaisante qui puisse être dupliqué à l'ensemble de nos clients. Donc, il en a parlé en interne à notre responsable marketing digital
pour essayer de trouver avec lui, d'imaginer d'autres solutions. Et ce contact marketing digital était en relation donc avec Rudy sur d'autres projets. Donc il y a eu des discussions et est née l'idée d'équiper les conteneurs d'un bouchon connecté. À l'époque, on parlait de bouchon connecté. Et c'est comme ça que l'idée est venue, c'est répondre à cette problématique de client. Et en y réfléchissant en interne, on a rapidement estimé que plus que la problématique client, on pouvait aussi profiter de ce projet pour répondre à une problématique interne le SAF. Et on s'est rendu compte que pour faire accepter le projet à la fois chez les clients et en interne, c'était très important de répondre à ces deux problématiques. Donc la problématique client qu'on va essayer de résoudre, c'est l'information du niveau de crème disponible soit en local sur le capteur pour le client ou sur une application qu'il pourra consulter soit sur son téléphone, soit sur son ordinateur. Une autre fonctionnalité, ça sera de proposer un réassort automatique, donc sachant à distance les niveaux de stock qui pourraient rester chez les clients, on pourra leur proposer donc un passage de commande automatique pour éviter les ruptures de stock. Ensuite, un suivi des livraisons. Ils pourront savoir en consultant un dashboard de suivi où sont les camions et s'ils sont prêts d'arriver chez eux. Et enfin, on pourra leur fournir des informations comme le respect de la chaîne du froid pendant la chaîne logistique entre notre usine et leur usine. De notre côté, si vous pouvez revenir, voilà, le besoin de SAF, c'était initial, donc développer un capteur qui puisse s'adapter à tous nos formats de conteneurs. Donc on a vu qu'il y avait 300 litres, 1000 litres, ça c'est pour notre région Europe de l'Ouest. On utilise encore quelques IBC ou d'autres formats un peu originaux. On aura peut-être d'autres collègues dans le groupe qui pourraient être intéressés, comme par exemple toute la région Europe centrale, où là-bas ils travaillent avec des conteneurs de 800 litres avec un format un peu différent, par exemple. Et donc, ce capteur devra pouvoir nous permettre d'effectuer une géolocalisation en temps réel des conteneurs, un suivi de la température environnante du capteur et du conteneur, une identification des conteneurs vides, donc via une mesure de niveau de levure dans les conteneurs, un lien facilité de la référence du conteneur, de la référence du capteur et de la commande dans notre application SAP pour pouvoir faire le lien entre ces différentes références. Une autonomie très longue, donc on parle en années. On ne voudrait pas d'un capteur qui nécessite une maintenance périodique, mensuelle ou bimensuelle pour changer des piles ou des batteries. Sur un parc de 1000 capteurs, quand on raisonne sur l'usine de Strasbourg, ou plus si on raisonne sur différentes usines en Europe de l'Ouest, ça peut devenir assez consommateur de temps et fastidieux. Donc on voudrait une autonomie relativement longue. Et enfin, comme ces conteneurs sont appelés à voyager un peu partout en Europe, il était important pour nous de pouvoir avoir un roaming en Europe, donc un capteur qui soit capable de communiquer avec le réseau et nous renvoyer les informations depuis n'importe quel pays européen et pas seulement la France. Donc on a transmis au cours de nos discussions, on a affiné et communiqué donc à l'équipe de Blue Graiot un cahier des charges. Donc en plus des fonctionnalités qu'on a précisées dans la diapo précédente, il faut que ce capteur soit compatible au contact alimentaire parce qu'il va être situé sur un conteneur de levure liquide qui sert en application boulangerie. Démontage facile. Alors ça, c'est une information, enfin c'est une spécification qu'on a rajoutée en cours de projet après discussion avec Blue Graiot pour mieux cerner le périmètre du projet. Initialement, on avait imaginé qu'il puisse rester sur les conteneurs et passer avec les conteneurs dans les machines à laver de conteneurs, mais ils auraient subi un stress mécanique et de température peut-être trop important pour l'électronique qu'ils contiennent. Donc on est parti plus sur une version démontable. Une résistance aux températures basses et hautes, donc de moins 20 degrés, parce que quelquefois nos conteneurs peuvent être rapatriés dans des camions frigo à moins 20 degrés en fonction des capacités disponibles chez nos transporteurs.
Donc, ça va toujours chez les clients en température positive, donc à 4 degrés. Ça, là, il y a le produit noble dedans, donc on reste à 4 degrés. Par contre, le retour, comme les conteneurs sont vides, les transporteurs ont toute latitude de les transporter soit à température ambiante ou à -20 s'ils ont un camion avec de la place. Et jusqu'à 70 degrés parce que on peut avoir un capteur qui reste sur un conteneur entreposé sur une aire de stockage en plein soleil. Et en plein soleil, les températures peuvent monter très très vite et très haut. Donc il est important que le capteur soit pas endommagé par ce genre de situation. Ensuite, la résistance mécanique pendant le transport. Et on a vu que ce point était très important quand on a testé le premier prototype. Et une fonctionnalité donc d'appairage entre la référence capteur, la référence conteneur et le numéro d'expédition. Derrière tout ça, il a fallu fixer donc un prix d'intérêt pour partir sur une conception qui soit raisonnable et qu'on parte pas sur une Rolls-Royce inexploitable ou sur quelque chose qui ne tienne pas la route parce que trop fragile et trop étriqué par rapport aux contraintes du marché. Et donc, on a essayé d'estimer un coût d'intérêt du capteur pour nous avec des divers critères qu'on a essayé de recouper. Et donc, je vous en ai mis quelques-uns. Il y en avait d'autres qu'on a pris en compte. Mais par exemple, 10% du coût d'un conteneur. Donc, en moyenne, c'est 1350 € le conteneur. 10% du conteneur, on est à 135 €. Si on peut faire grâce à un retour plus rapide des conteneurs, donc réduire la chaîne logistique, le temps de cycle des conteneurs d'une semaine, donc on peut s'affranchir d'acheter un certain nombre de conteneurs pour faire face à la hausse des demandes. Donc si on économise un conteneur sur une rotation, ça nous permet d'économiser l'équivalent de 270 € par conteneur. Ou si on raisonne par rapport à la valeur de la matière transportée dans les conteneurs, un surcoût à la tonne de crème de 10 €, donc 10 € par tonne, ventilé sur 3 ans, c'est l'équivalent de 312 € de surcoût à la crème. Voilà, donc l'ordre de grandeur se situait entre 135 350 € par unité, et on a fixé comme cible une cible à 150 € dans notre cahier des charges pour le développement du capteur. Donc des critères un peu subjectifs, et il fallait trouver des choses auxquelles se raccrocher pour estimer le coût d'intérêt du capteur et voir si Blue Graiot était capable de proposer quelque chose dans cet ordre de grandeur-là. Merci Thierry. À mon tour, je disais au début de la présentation que je vous montrerai une petite vidéo parce que on est encore confinés peut-être pour la plupart d'entre nous, et en tout cas en télétravail. Et je vous invite à voyager un petit peu parce que je vais vous montrer une vidéo de nos locaux. Donc on est situé à Los. Oui. Juste, excuse-moi, je me permets de couper pour pouvoir poser la question que j'avais annoncée en début de votre intervention. Donc, une question de Christelle qui demande, dans le pilotage du projet et des méthodes d'innovation, avez-vous réalisé ou écarté celle de l'analyse de valeur? Alors, qu'entendez-vous par analyse de valeur? C'est-à-dire qu'on a essayé d'analyser la valeur d'intérêt du capteur pour nous. Donc c'est ce que je viens d'exposer. Après, en termes de retour sur investissement, on va proposer aux clients des nouvelles fonctionnalités dont la valeur est difficile à estimer. On leur offre un service supplémentaire à notre produit. On espère avec ce service donc fidéliser les clients, acquérir de nouveaux clients, donc en se différenciant de la concurrence, par exemple, des services apportés par la concurrence. Mais pour moi, c'est difficile d'estimer la valeur réelle de ces services apportés. Alors, Christelle précise sa question, c'est au sens analyse fonctionnelle par rapport à l'analyse de la valeur. Analyse fonctionnelle.
Je suis désolé, je ne comprends pas bien le sens de la question. J'ai peut-être un bout de réponse, c'est Jean-Michel qui reparle. Je pense que de votre côté, le SAFRE, en fait, déjà le projet pouvait déjà se rentabiliser juste sur la partie gain logistique et gain sur la partie rotation en fait des conteneurs. Et que du coup, la partie valeur côté client, en fait, c'était du plus. Et que dans tous les cas, en fait, ils ont réussi à justifier en fait de l'investissement juste avec la réduction en fait des coûts d'achat en fait des conteneurs. Et voilà. Bon, je pense que c'est ça la réponse, mais je ne sais pas Thierry ce que tu en penses, mais c'est comme ça que j'ai compris dans votre projet en tout cas. Oui, ça a été un tout. Effectivement, il y avait d'abord répondre à cette problématique des clients sur les mesures de niveau. Et donc là, c'était un service qu'on veut leur apporter. Donc effectivement, là, il y a pas de, il y a pas de valeur. Enfin, il me semble qu'il n'y a pas de valeur estimable. Par contre, effectivement, on a rajouté à ce projet donc tout notre besoin interne. Et donc là, effectivement, avec les différentes estimations que j'ai pu faire avec l'équipe projet, on a estimé notre valeur interne à exploiter ce genre de capteurs sur toute la partie simplification de la gestion des conteneurs, optimisation du parc de conteneurs, donc limiter le rachat de conteneurs en permettant de raccourcir les temps de cycle. Donc là, on a estimé effectivement le coût l'intérêt économique que ça pouvait générer, et c'est comme ça qu'on a essayé d'estimer le coût l'intérêt du capteur. Et c'était important de travailler sur les deux volets parce que d'un côté, donc on développe ce capteur pour répondre aux besoins du client, mais ce capteur, il va devoir être mis en œuvre au niveau de l'usine, et l'usine a aujourd'hui un fonctionnement très tendu avec un atelier qui travaille à haute cadence, et rajouter des manipulations sur un capteur, à démonter quand le capteur rentre, à gérer, entreposer le capteur, remonter le capteur, vérifier que tout va bien. C'est un travail supplémentaire que l'atelier de production peut avoir du mal à prendre en charge dans le contexte des fortes cadences qu'ils ont actuellement. Et donc, pour leur faire accepter cette gestion du capteur, c'était intéressant aussi de leur proposer un service à eux aussi, pour les aider dans cette gestion des conteneurs dont on savait par ailleurs qu'ils avaient des contraintes. Donc là, avec ce projet, donc on répond aux contraintes à la fois du client et interne. Je pense que ça répond à la question de Christelle, à mon avis. N'hésitez pas, Christelle, si vous avez... Ah, on a une réponse au chat. Merci, Jean-Michel, pour la clarification de la question et la réponse. Donc, c'est parfait, c'est exactement ce que Christelle souhaite. Très bien. Merci. C'est bon, je pense, Rudy. Ok, c'est bon, ouais, c'est un peu compliqué. Bon, je vois que ma présentation, je vois plus vos visages, plus rien du tout les questions, donc je me fie à vos conseils. Ok, écoutez, je suis reparti. Ce que je proposais, c'était de vous faire voir un petit peu les locaux de Blue Griotte. Ça nous fera voyager un petit peu et ça me permettra de vous expliquer un petit peu ce qu'on est capable de faire en tant que bureau d'études. Alors ici, vous êtes à Los et on a des équipes de designers produits qui vont être capables de sketcher et dessiner des produits, leur donner vie sur tablette. On a des ingénieurs en mécanique qui vont pouvoir les réaliser. On a des ingénieurs en électronique qui vont faire des cartes électroniques proprement parler, et puis des développeurs informatiques qui vont apporter le code soit à l'intérieur des microcontrôleurs, soit pour réaliser une application mobile ou un site web. Et tous ces métiers sont représentés sur le plateau de Blue Griotte, où on compte une petite vingtaine de personnes, alors pas aujourd'hui, mais en temps normal. Je me permettais un petit peu d'imager avec notre métier le schéma que Jean-Michel présentait un peu plus tôt, du POC à l'industrialisation. Pour nous, en termes d'électronique, ça ressemble davantage à ça. C'est-à-dire que un POC, c'est un mélange de câbles et de composants qu'on va assembler facilement et rapidement. On entend beaucoup parler dans notre milieu de POC à fonctionnalité sur base de Arduino ou de Raspberry, par exemple. C'est tout à fait l'usage du POC, c'est-à-dire qu'on va connecter des choses rapidement ensemble pour
prouver un usage ou une faisabilité. Ensuite, il y a tout notre métier qui consiste à développer une carte sur mesure, mais sans prendre en compte les contraintes d'encombrement, par exemple. Donc ici, on a mis toutes les fonctionnalités sur une carte, on a développé ça correctement, mais ça ne correspond pas à l'encombrement souhaité du projet ou du design du produit. Et puis finalement, on a le prototype qui, lui, ici sur l'exemple en image, se découpe en plusieurs petits bouts de PCB, de circuits électroniques, parce que l'architecture du produit est complexe et le prototype final, pour entrer dans les contraintes d'encombrement, il ressemble à ça. Une fois qu'on a ce prototype, on se dit, on l'envoie au casse-pipe, clairement, on le met en situation. C'est le pilote dont parlait Bruno Dubois dans la question qu'il posait un peu plus tôt. Je le place au même endroit. Le pilote, il est là. C'est-à-dire que c'est celui-ci avec lequel on va équiper un magasin dans le retail, par exemple, et puis on va prendre un petit peu le retour d'expérience. Et de ce retour d'expérience, on va industrialiser le produit. Et pourquoi on industrialise? C'est pour le produire en masse. En masse ou à la chaîne en tout cas, en plusieurs exemplaires. Donc, il y a une partie qui ne fait pas partie du titre du webinaire, mais qui me paraît importante quand même, c'est de l'industrialisation à la production et le fait de pouvoir sortir, comme on le voit ici sur la photo, 10, 50, 1000, 1 million de produits à la chaîne. Et pour pouvoir faire ça, la phase d'industrialisation, elle est indispensable. Et qu'est-ce qu'on ressort d'une phase d'industrialisation? Dans notre métier, ça ressemble à peu près à ça. C'est-à-dire qu'on va avoir une nomenclature mécanique, on sait comment on va entourer notre objet, avec quelle matière, le plastique. Il y a un système d'assemblage, donc une gamme de montage et d'assemblage qui est réalisée pour dire à l'usine à qui on va confier la production comment ça se passe, et puis tout un tas de fichiers de production, c'est-à-dire la bombe électronique, la bombe mécanique, etc. Donc voilà, c'était pour clarifier un petit peu du POC à l'industrialisation et donc à la production de fait. Là, on a décidé avec Thierry, pour faire un petit retour d'expérience du sujet qui nous intéresse, le projet Le Safre du conteneur connecté, de se baser, de prendre un peu comme fil conducteur ce process métier. En fait, c'est notre planning. C'est le planning du projet et je me propose de le passer avec vous. Alors, on passera rapidement sur certaines étapes, mais une première étape qui semble importante pour arriver à un moment à un POC, puis à la fin à l'industrialisation, c'est ici qu'on les situe. Et donc le POC arrivera chez nous après une phase d'UX et de shadowing, je vais vous expliquer en quoi ça consiste, puis d'une phase de R&D électronique et mécanique, et en parallèle de tout ça, on construit un vrai cahier des charges technique et pas seulement fonctionnel. Donc, pour vous expliquer ça un petit peu, je vais commencer par l'UX et le shadowing. Donc, c'est la partie qu'on voit ici. C'est bien quand on a reçu le besoin de Thierry et de son équipe qui disait, bon voilà, de la géolocalisation en temps réel, pouvoir mesurer un niveau de levure, pour avoir la température, on se dit, tout ça, a priori, on sait le faire, quoi. Il n'y a rien de sorcier, il suffit de sélectionner les bons composants et d'y aller. Mais pour sélectionner les bons composants et de se dire à la fin, on ne s'arrête pas au POC, mais on va pouvoir industrialiser tout ça, il faut prendre en considération quelques étapes de l'industrialisation dès le début du projet. Et pour nous, ce qui est important, c'est vraiment de s'ancrer dans le projet et de comprendre un peu mieux ce qu'est un conteneur, donc le suivre comme son nombre, et c'est pour ça qu'on l'appelle le shadowing, et c'est ce qu'on a fait avec une visite qui a été programmée sur plusieurs jours où plusieurs personnes du projet ont suivi le conteneur et on a pu noter ce qui se passait à chacune des étapes. Donc ici, vous avez un des exemples d'un graphe de shadowing, comme on l'appelle, où on va suivre toutes les étapes du conteneur. Du moment où, alors je ne sais pas si on voit mon curseur sur l'écran, mais du moment… Oui, on le voit. Merci, bon, super. Du moment où on va décharger des conteneurs vides qui reviennent chez les clients où la levure a été consommée, nous, on va s'appliquer à noter où est-ce qu'ils sont positionnés, pendant combien de temps ils sont positionnés. Par exemple, ici, c'est l'exemple que donnait Thierry, ils peuvent rester plusieurs heures,
heures en plein soleil, voilà, sur une aire de déchargement. Donc, on sait qu'on peut atteindre des températures importantes. Ça peut être intéressant aussi pour nous parce qu'on peut se dire, comme l'objet doit durer longtemps sur batterie, eh bien, pourquoi pas mettre une cellule photovoltaïque à un moment donné. Tout ce schéma de shadowing, il va permettre d'avoir chacun des points d'étape jusqu'au transport de la marchandise, jusqu'au client à la boulangerie, voir comment il est utilisé. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, nous, on a vu comment était lavé un conteneur et les contraintes énormes qu'il pouvait subir mécaniquement et en température. On voit qu'on a souvent des stockages aussi en chambre froide avec une permissivité incroyable d'une chambre froide et la difficulté d'y faire passer des ondes, etc. Donc, tout ça, ça nous a permis de suivre ce conteneur et d'identifier un petit peu les plus grosses contraintes du projet. Et pour nous, on en a relevé deux. La première qui est mesurer un taux de remplissage parce que on s'est rendu compte de plusieurs choses. La première est dans les spécifications de ce qu'annonçait Thierry, c'est qu'il allait falloir mesurer le niveau de levure, mais que tout ça devait se faire sans contact avec la matière alimentaire, puisque il faudrait certifier un composant contact alimentaire et c'est pas toujours simple. Donc, ce qui a été envisagé très vite, voilà, c'est de protéger le capteur avec une vitre qui, elle, serait certifiée alimentaire. Et donc, de là, quand je dois mesurer à travers une vitre, on va pouvoir rédiger ce cahier des charges techniques puisque toutes les technologies ne fonctionnent pas. Par exemple, l'ultrason, ça ne fonctionne plus. Et puis, on va avoir d'autres problématiques comme la formation de condensation qui peut se passer sur la vitre ou la projection de levure qui viendrait obstruer la vitre. Un autre exemple de ce qu'on découvre avec ce shadowing, c'est que l'angle de mesure qui nous est accordé pour aller regarder l'entièreté d'un conteneur, il est de 40 degrés si on est idéalement placé, et on sait qu'en plus on ne sera pas idéalement placé, donc il faut voilà, un composant qui sache mesurer très précisément un niveau, donc avec un angle très fermé, et que ces composants, parfois, ils peuvent atteindre des prix très importants. Enfin, pour un composant, en tout cas, 65 €, c'est très important parce qu'on a plutôt l'habitude en microélectronique des composants qui tournent autour de quelques dollars. Donc, on garde aussi en tête à ce moment-là l'objectif cible du coût de revient de l'objet pour le SAF qui était aux alentours des 150 €. Voilà, ça c'est un peu ce qu'on arrive à découvrir grâce au shadowing. Et puis, il y a le coût du réseau de communication. Si ça parle à certains d'entre vous, pour faire fonctionner un objet connecté sur un réseau de communication avec une basse consommation, il existe différents types de réseaux. On s'était attardé sur Sigfox et LoRa. Et malgré toute la littérature, il était difficile de trancher réellement entre les avantages et inconvénients de chacun des réseaux. Donc tout ça, ça nous a amené à dire c'est ça qu'on va tester dans le POC. Et c'était vraiment l'importance de valider deux gros points, le taux de remplissage, la mesure d'un taux de remplissage et la possibilité de communiquer sur un réseau basse consommation. De là, on a fait de la R&D électronique. Alors là, je vous passe, c'est quelques vidéos et illustrations de ce à quoi ça ressemblait. Donc, on a testé différents types de capteurs. C'était à base de lumière, d'ultrasons, pour regarder comment on était capable de mesurer un niveau d'eau, un niveau de levure. Ensuite, on a été livré de levure par Thierry et ses équipes. Et on a pu tester ça. On le voit, comme on le voit là, avec du POC, c'est-à-dire un petit Arduino branché à du PC, aller très vite et prouver que c'est faisable. Faire la faisabilité du concept. De tout ça, on en a fait un POC. Alors, le POC, on a juste pris ce qu'on a vu juste avant, c'est-à-dire, vulgairement, c'est pas tout à fait ça, mais notre petit Arduino, le composant qui va bien, on a mis tout ça dans une boîte vulgaire imprimée en 3D et on l'a fixé à un conteneur qu'on a envoyé dans la nature. On voit deux antennes sur ce prototype, c'est parce qu'on voulait justement faire une différence entre est-ce que c'est LoRa, est-ce que c'est Sigfox qu'on va choisir. Et donc, c'est pourquoi on a mis deux antennes, c'est deux électroniques identiques, mais chacune connectée sur un réseau différent. Bon, ça c'est un petit peu les images du retour d'expérience. C'est que on a vu qu'il y avait énormément de projections de levure de l'intérieur du bouchon, qu'il a été difficile de mesurer un niveau facilement, et que l'antenne a été, pour une d'entre elles, complètement arrachée par
par les manipulations du conteneur, en fait. Donc ça, c'est déjà des premiers retours très riches pour la suite du projet. Parce que la suite du projet, c'est une phase on va analyser les tests, hein, c'est un petit peu ce que je disais ici. Si je les analyse, voilà, je prends exemple. Ici, et on est le 6 février à 12h38, on a le message Sigfox, on a le message LoRa. Ensuite, on n'a plus du tout de message Sigfox quand on est à l'intérieur de la chambre froide. On continue à avoir du message LoRa. Et puis, je vous passe un petit peu comme ça. Hein. Par contre, donc, on voit les avantages et inconvénients de chacune des technologies. Ce qui était intéressant, là où Sigfox prenait le dessus, c'était pour le roaming, parce que pendant le trajet, le camion est passé par la France, le Luxembourg, la Belgique et de retour en France. On a complètement perdu la trace avec le réseau LoRa, puisqu'on n'avait pas de roaming, là où on l'a gardé pour Sigfox. Et puis voilà, on a continué à analyser les messages reçus ou non pour pouvoir faire notre choix sur le réseau. Alors, fort de tous ces retours, on peut rentrer dans une phase de design du produit pour répondre un petit peu aux problématiques qu'on a rencontrées. Voilà, donc on a notre phase de sketch et de modélisation, comme on l'a vu dans la petite vidéo juste avant avec les designers produits qui sont présents sur le plateau. Et ici, on voit que au final, ce qui va se passer, c'est qu'on va pas essayer d'augmenter le bouchon comme on l'avait fait la première fois, mais qu'on va plutôt faire un objet autonome qui va venir se visser sur un pas de vis prévu sur le conteneur. Et puis, ici, vous le voyez, on a décidé de protéger l'antenne. Voilà, un retour de l'expérience, la mauvaise expérience vécue. Donc, on va complètement dommer l'antenne. Et puis, on a ici un faisceau qu'on a remonté pour protéger des projections. Donc, les résultats du design, ils sont là. Et on a intégré aussi, c'est à ce moment-là qu'on intègre l'IHM. Et donc, l'IHM, elle devait être très simple sur ce produit pour répondre à un cas d'usage et à un besoin client qu'a énoncé Thierry, qui était voilà, mon conteneur est opaque, je suis le boulanger, j'aimerais bien en arrivant devant mon conteneur appuyer sur un bouton et qu'il me fasse un petit peu comme ma jauge d'essence. Eh bien, écoute, tu es rempli à un quart, à moitié, à trois quarts ou complètement. Donc, c'est le petit réseau de LED qu'on voit ici qui va donner cette indication. Et puis, un autre bouton qui est un peu plus voilà, technique, que je ne vais pas détailler ici, il y a peu d'intérêt à le faire. Mais voilà ce qui a été fait à cette étape. On a le design de notre objet et l'IHM qui convient. On a aussi quand même une architecture produit qui est importante. Ici, on voit les piles, par exemple. L'architecture produit, elle est déjà dessinée ici. Ça nous fait arriver donc à la fin de cette étape à un livrable maquette design. C'est une impression vide, hein, il n'y a pas de technologie à l'intérieur, c'est simplement pour appréhender un petit peu l'objet, le tenir, voir la taille, comment il se représente. Et donc, ça permet de valider le design avec l'équipe projet Le Safre en se disant c'est bien ce sur quoi on veut partir. Habituellement, dans notre process, on propose 2 à 3 designs différents et le client choisit celui qui correspond le plus à son image et à son envie. À cette étape également, on a assez d'informations pour estimer le coût d'un capteur. On a assez d'informations puisque on va avoir une bonne idée des composants qu'on va utiliser. Donc ici, je sais que dans ma BOM électronique, j'ai 60 € de composants, batterie et IHM comprises, hein, je mettais ça dans le lot. Mais il y a des coûts qu'il faut avoir en tête en parlant d'industrialisation, puisque là, on va vraiment passer du POC à l'industrialisation à un moment donné. Et en industrialisation, aussi, il ne suffit pas d'acheter les composants, mais il va falloir prévoir d'acheter un PCB nu, donc la carte électronique, de payer quelqu'un pour qu'il puisse souder les composants sur cette carte. Il faut aussi prévoir qu'on va acheter du plastique, la matière plastique pour injecter le boîtier, mais aussi quelques centimes pour de la visserie, pour des joints, pour la vitre protectrice qui nous permet de faire la mesure de levure. Il va nous falloir aussi payer quelqu'un pour dire, bon, j'ai ma carte électronique, j'ai mon boîtier plastique, qui c'est qui le met dedans, qui met les vis, qui le referme et qui teste que ça fonctionne. Donc là aussi, il y a un budget qui est alloué à ça. Et un budget de management de production pour en fait, le bureau d'études qui va gérer un petit peu ça, les échanges entre la personne qui va injecter le plastique, faire en sorte que les cartons de production, ils arrivent bien au bon endroit chez, par exemple, l'équipementier électronique,
gérer un petit peu tout ça, passer les commandes. Et ensuite, j'ai un petit ajout qui s'appelle plus investissement. Je le détache puisque dans ce prix global, on a fait rentrer dans notre estimation 30 € par produit pour les certifications. Parce que ces certifications, elles ont un coût et donc il faut les prendre en compte ici. On en identifie 3, hein, la norme CE, le CEM parce qu'on a une antenne et qu'il y a des émissions d'ondes électromagnétiques. Et puis, comme le réseau Sigfox a été choisi, il y a une certification Sigfox pour être Sigfox Ready, comme ils le disent. Tout ça, ça a un coût et on l'a dispatché dans les 500 pièces pour l'estimation. Et puis, l'outillage qui est important ici pour notre pièce, elle est en deux, enfin, il va falloir 2 moules puisque c'est 2 pièces qui permettent d'être assemblées et de réaliser le produit, dont une en surmoulage qu'on a estimé à cette étape du projet environ à 40 € par produit. Donc là, on a une bonne estimation du coût de l'objet qui sera bien évidemment affinée une fois qu'on aura avancé les développements. Et c'est cette partie-là. Vraiment, pour aller du POC jusqu'à un prototype, on a du développement logiciel parce qu'on a cette petite partie d'application web. On a du développement électronique, du développement du code à l'intérieur des composants et du développement mécanique. Tout ça pour intégrer le prototype. Ça ressemble à ça, à peu près. J'ai mis quelques images pour illustrer. Voilà, donc de la modélisation mécanique dans le but de faire réaliser les moules et d'injecter la matière. C'est ça, donc on a nos ingénieurs en mécanique qui font ce travail-là en respectant toute l'architecture produit. Ce qui est intéressant ici, par exemple, c'est de voir qu'on respecte le fût de vissage pour pouvoir se mettre sur l'objet. On fait les schémas électroniques, on réalise la carte électronique sur mesure aux bonnes dimensions pour l'objet. On code à l'intérieur de l'application et puis on analyse un petit peu les données qui nous sont renvoyées, la température, le niveau de levure, la géoposition, etc. Donc tout ça, c'est nos équipes qui s'en occupent pour avoir un résultat qui est le suivant. Une version 1 qui était le POC, qui avait pour but de tester donc, les réseaux et la mesure de levure, à un produit qui est très proche de ce que serait la version industrielle, le prototype qui intègre les tests mécaniques, une mise à jour de l'électronique pour être aux bonnes dimensions, et puis l'introduction de l'IHM. Voilà, si Thierry, tu veux peut-être un petit peu détailler ton beau produit et ce qu'il peut faire aujourd'hui, à quoi il ressemble. Donc là, on va retrouver sur les images donc le port de fixation sur le conteneur. Donc on s'est basé sur un port de fixation qui existait déjà, qu'on avait déjà à notre disposition. Sur chaque conteneur, on a un port de dégazage, hein, comme la levure a tendance à fermenter, même à basse température, et à dégager du CO2. Il faut qu'on puisse évacuer ce CO2 au fur et à mesure, sinon on a les conteneurs qui gonflent exagérément. Et donc ce port de dégazage, bon là il est équipé d'une canne de mesure de niveau et puis d'un petit orifice. On est parti de ce port-là en l'adaptant pour pouvoir fixer le capteur dessus. Hein. Donc on a supprimé la canne qui apparaît légèrement en bas de la photo. Et on a élargi le diamètre de l'ouverture pour pouvoir faire passer le faisceau de mesure de niveau. Ensuite, le capteur, donc on voit le dessous du capteur avec la fenêtre de mesure pour l'émission-réception du niveau. Donc, comme c'est précisé là, une pièce d'un seul tenant. Donc ça, c'est une évolution. Il y a eu un cycle d'évolution. Le premier prototype s'est vite révélé fragile à ce niveau-là. Et donc, il y a eu un cycle d'évolution pour arriver à une pièce d'un seul tenant pour augmenter la solidité et l'étanchéité à ce niveau-là. On a intégré donc des anneaux de plombage parce que sur nos conteneurs, tout ce qui est rajouté sur le conteneur, tout ce qui est vissé sur le conteneur, que ce soit le bouchon de fermeture, le bouchon dégazeur et ultérieurement donc le capteur, tout est fixé par des plombs pour prouver au client à réception que rien n'a été démonté pendant le transport et qu'il n'y a aucun risque d'intrusion de corps étrangers, quel qu'il soit dans le conteneur pendant le transport. Et enfin, il y a donc un logo moulé sur le capteur
qui est notre logo avec notre nom pour rappeler que le capteur est notre propriété et effectivement est aussi un service qu'on apporte aux clients. Merci. Là, on le voit en situation, Voilà. du coup. Donc voilà, on voit la situation avec les plombages sur les conteneurs. Donc ce sont des plombages plastiques, mais qui sont numérotés et qui permettent d'assurer la traçabilité des appareils. Alors, on a deux questions. Oui. Une de Sylvie. Peut-on avoir un ordre de grandeur du coût de la prestation Blue Griotte? Je laisse à Thierry le soin de décider. Alors, l'ordre de grandeur de cette prestation est aux alentours de 120 000 euros. Hein, sachant que, donc pour les différentes étapes qui ont été mises en œuvre, sachant que Blue Griotte, à notre connaissance, est impliqué au-delà de ce qui avait été prévu initialement. Et la prestation dépasse ce montant, je pense. Merci Thierry. Et donc, Merci beaucoup. Ouais. Il y avait une autre question à laquelle j'ai répondu en ligne, mais je ne sais pas si tout le monde l'a vu. Oui, j'allais revenir concernant la propriété. La réponse, oui. Concernant la propriété intellectuelle, donc c'est la propriété. Donc le résultat du projet a été breveté et la propriété est de l'ESAFRE. Voilà. Donc en termes de brevet, juste pour préciser, donc on n'a pas pu breveter le capteur lui-même parce qu'effectivement, utiliser un capteur température, une cellule de mesure de niveau par rayon infrarouge ou autre, c'est des choses qui sont déjà largement utilisées dans différentes technologies, à commencer par nos téléphones. Par contre, on a breveté le concept de l'utilisation de ces technologies pour suivre le niveau, la température, la géolocalisation d'un conteneur de levure liquide chez des clients boulangers ou d'autres clients de consommateurs de levure, et y compris l'intégration de toutes les contraintes fonctionnelles qu'on a intégrées sur ce capteur, comme le fait qu'il soit adaptable avec n'importe quel type de conteneur et permettre le suivi des conteneurs de levure liquide chez les boulangers. Donc c'est ce concept réellement qui a été breveté et protégé pour nous protéger de la concurrence. Merci. On a une autre question de Christelle. Combien de temps a pris chacune des étapes du projet, conception du POC, etc. Je ne sais pas si j'ai revenir là-dessus. En fait, c'est vraiment appliqué à ce projet, c'est possible d'y répondre, mais même si le schéma est assez identique sur les projets qu'on mène, les temps sont complètement variables. On a battu quelques records du monde, je pense, en termes de rapidité de production dernièrement, avec le projet que je donnais en introduction, où on est parti donc on a démarré le projet, on est parti sur une production de 50 pièces puis 200, industrialisation comprise, en l'espace de 4 gros mois. Donc c'était très court, c'est notre record, je pense. La différence avec le projet de l'ESAFRE, par exemple, qui a pris beaucoup plus de temps, c'est que y a une partie très technique impliquée chez le client et qui avait déjà bonne idée des composants qui allaient être retenus, etc. Ce qui fait que toute cette partie de POC, elle n'avait pas trop lieu d'être et on a été consulté presque uniquement à partir d'ici, en fait, du design. Et cette partie-là, elle est à dimensionner. Thierry, on a commencé quand ce projet? Et ça fait un moment déjà. C'était en 2018. Ouais, c'est un projet qui s'étale qui va s'étaler sur presque 2 ans. Mais avec des particularités aussi. Par exemple, sur une phase de test, quand on vient tester le POC ou quand on vient tester le prototype, on passe
énormément de temps, hein, parce que un test, en l'occurrence, il va durer 2 à 3 semaines. Et puis, on s'est rendu compte, voilà, une antenne cassée, quelque chose. Bon, il faut refaire. Donc, en fait, il y a des mois qui filent comme ça. Je ne sais pas ce que tu en penses, Thierry, aussi, sur ton appréciation du sujet et de la difficulté des tests. Oui, c'est ça. Les phases de test sur le terrain ont pris du temps, et notamment les phases de test des derniers prototypes. C'est-à-dire que l'avant-dernier prototype est parti en test sur le terrain. Et bon, le temps de cycle d'un conteneur, le temps de rotation d'un conteneur, c'est 4 à 6 semaines. Donc, le temps qu'ils partent, qu'on le suive, qu'ils reviennent à l'usine, on a dû passer ces 4 et 6 semaines. Et là, on s'est très vite rendu compte que le capteur avait été endommagé pendant le cycle. Et donc, il y a eu un nouveau cycle de développement mécanique chez Blue Riot pour renforcer ça, avec la production de nouveaux prototypes. Et donc là, ça a été du temps additionnel. Et malheureusement, une fois que ces prototypes ont été produits, on est arrivé un peu dans le début de la crise de Covid, qui nous a bloqué complètement en termes d'essais. Donc, on a réussi récemment à relancer 2 essais. Mais le site industriel de Strasbourg était focalisé sur le maintien de sa production pendant la crise Covid. Et au début, ils ne voulaient pas passer trop de temps à gérer les essais qu'on leur demandait en complément, et ça se comprend. Il y a aussi toute une partie là-dedans de délais incompressibles dont je n'ai pas forcément parlé, mais on voit énormément de développement, parce qu'on est un bureau d'études, c'est notre métier, mais il y a aussi toutes les commandes qu'on va passer. À partir du moment où on a développé notre carte électronique ou que la mécanique a été revue, on passe commande pour recevoir ces pièces. Et on parle de délai habituellement, voilà, entre 2, 3, 4 semaines. Ce qui fait que ça peut aussi tout de suite faire glisser d'1, 2 mois des choses si les commandes ne sont pas passées au même moment. Et puis le Covid qui ne nous a pas aidé, bien entendu, sur ces types de commandes. En règle générale, quand on regarde un petit peu des présentations, des conférences sur l'objet connecté, l'innovation, on entend souvent quelque chose revenir. Un sujet d'innovation d'objets connectés, c'est 18 mois et 100 000 euros. C'est une grosse moyenne qui est donnée comme ça. Dans les 18 mois, ils comptent la production, ces gens-là. Donc, ça veut dire qu'on peut compter une bonne année de développement pour un produit complexe, et test compris, et puis quelques mois pour approvisionner les composants, faire fabriquer les moules, injecter les pièces, etc. Chacun a une vision un peu différente aussi en fonction de ses expériences, bien entendu. Merci. On a encore une question de Cyril. Pourquoi avoir remplacé des conteneurs transparents par des conteneurs opaques? Alors, ça fait longtemps qu'on les a remplacés. Je pense que c'était un positionnement marketing, hein, donc une question d'image. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a choisi aussi ces conteneurs bleus qui sont la couleur principale de notre logo et de notre image. Et ces conteneurs en plus sont beaucoup plus compatibles au contact alimentaire, je pense, que les IBC. Et ça permettait aussi voilà, à travers l'image qu'on véhiculait à travers les conteneurs, bien montrer que ces conteneurs étaient des conteneurs consignés qui devaient nous revenir. Avec les conteneurs IBC qui ont une image plus utilisation générale, tout type d'utilisation, il y a beaucoup de pertes de conteneurs qui sont récupérés par les utilisateurs finaux pour diverses utilisations, comme récupérer de l'eau de pluie dans les jardins, des choses comme ça. Et donc, c'est difficile après de gérer un parc avec des fuites de conteneurs vers d'autres utilisations. Merci beaucoup. Alors, Rudy, oui, je pense que tu n'avais pas terminé ton intervention. Il me reste on y était presque, ouais. Ouais, on y est. Ça, c'est une image du tableau de bord qui a été fait. Alors, c'est pas le tableau de bord définitif, c'est celui qui a été développé pour tester, donc qui a été fait pour tester le POC et les prototypes. Donc, c'est celui-ci où on voit, en fait, ici, on est sur un conteneur en particulier, donc on voit son taux de remplissage de 0 à 100%.
on a une précision là sur nos mesures avec le capteur qui a été sélectionné de l'ordre du demi-centimètre. Donc, on sait mesurer énormément de paliers, en fait. Hein, donc, on peut être très précis sur cette mesure. On a une image du dernier emplacement connu du conteneur sur une map. Et on a aussi, ici, on est sur un historique de quelques jours. On identifie ses déplacements. Donc, voilà, là, on peut tracer un petit peu le conteneur. On a une image de la dernière température connue. Donc ici, si on voit 19 degrés 63, certainement qu'elle n'était pas en chambre froide. Une information sur le pourcentage de batterie pour prévenir d'une éventuelle un besoin de maintenance et de changement de batterie. Ici, on est sur une technologie de pile, en fait, pile lithium qui respecte une certaine chimie qui nous permet de rentrer plus facilement aussi dans les certifications. Donc ça, c'est bien aussi. On a une évolution du niveau de remplissage. Alors là, c'est un peu chaotique. On est sur un dashboard qui date un peu et qui est une zone de test, hein, où on a dû faire des tests. Toutes les informations, c'est les extraire en fait sous forme d'Excel, si on veut en faire quelque usage que ce soit, ou de CSV. Et puis ici, on avait l'évolution de 2 types de température. Ouais, on avait mis 2 capteurs de température différents. Et on voulait voir ce que ça donnait. Donc voilà, une idée de ce que donne le dashboard, et on a une vue plus générale qui est la vue le SAF, la vue administrateur, j'ai envie de dire, où on a une map où apparaissent tous les conteneurs qui sont dans la nature. Aujourd'hui, il existe 5 prototypes qui sont connectés et qui renvoient des données, donc on voit où sont dispatchés ces 5 prototypes sur la map. Et c'est intéressant pour ce dont parlait Thierry, récupérer les conteneurs, savoir si celui qui est chez le client à Bordeaux est bien vide, et dans quel cas, pourquoi il ne nous le renvoie pas un peu plus vite parce qu'on est en manque. Voici pour moi. Voilà, donc ce qui reste à faire, donc on l'a évoqué pendant la présentation, donc poursuivre les tests terrain du prototype. Donc on a commencé ces derniers tests là pendant la période Covid, et on va essayer de les finir le plus rapidement possible, pour pouvoir derrière prendre une décision de mise en production du capteur en lien avec une de nos filiales. Donc là, on a travaillé beaucoup avec la filiale française à Strasbourg pour les tests et avoir leur retour en tant qu'utilisateur au niveau de la filiale. Et on a testé ça donc avec certains de leurs clients en France, mais on pourra déployer ça aussi sur nos autres filiales en Europe de l'Ouest. Et il nous reste aussi à valider les fonctionnalités qu'on va proposer aux clients. Donc là, c'est en lien avec le service marketing, comment on les propose, et construire l'application qui leur permettra d'accéder à ces données. Et pour nous, le SAF, donc c'est pas la construction de l'interface, mais c'est une évolution de l'interface que vient de montrer Rudy, pour l'usage le SAF, pour le repérage des conteneurs, et aussi la programmation des liens vers notre ERP SAP. Oui, ça va être une part importante du projet, ça. Voilà. Donc l'estimation du coût de l'industrialisation, donc pour l'instant la baume, le capteur construit, compte tenu de la baume qui est connue, on est aux alentours de 170 € par capteur. Le coût de l'embase en inox, donc de fixation sur le conteneur, on a des premiers chiffrages à 40 €, mais on espère bien faire baisser ces chiffrages. C'est assez cher parce que c'est de l'usinage d'inox avec plusieurs parties, plusieurs pièces et des joints, mais on devrait pouvoir faire baisser ça. Et puis il y aura le coût de développement des applications qui reste à chiffrer. Alors nous avons 2 nouvelles questions de Christelle. Comment ont travaillé les équipes Blue Riot le SAF? Combien de collaborateurs ont été mobilisés chez le SAF? Et chez le SAF, y a-t-il une équipe direction d'innovation? Alors, il y a plusieurs questions. Sur la partie le SAF, en fait, donc l'idée est venue de l'assistance technique sur le terrain, après discussion aussi donc avec des personnes qui étaient en charge du marketing digital. Et derrière, on a monté une équipe projet de 5-6 personnes
avec cette personne qui connaissait bien le besoin client sur le terrain, notre responsable marketing digital, moi-même, quelqu'un du service juridique, parce qu'on a des aspects juridiques importants à prendre en compte, notamment si on veut proposer du réassort automatique, il y a des aspects contractuels à voir avec les clients. Et des personnes de notre usine également. Donc, en tout, 5-6 personnes chez le SAF ont été impliquées dans ce projet, qui a été géré au niveau de la région Europe de l'Ouest planification, qui a été financé donc par la région Europe de l'Ouest pour la partie donc développement avec Blue Grayot. Quand il s'agira de passer en production, on demandera au site qui utilisera les capteurs de prendre en charge les coûts de production des capteurs. Là, on leur passera le projet à ce moment-là. Et donc, ce projet était géré chez le SAF par l'équipe Europe de l'Ouest sous ma direction. On a une équipe, tout un secteur R&D innovation chez le SAF qui fait plus de la R&D amont sur la levure, aussi sur les applications de levure, mais on les a pas impliqués dans ce projet. Là, on était sur un projet qui était très proche client et qui débutait là-dessus, et on a préféré donc continuer à gérer ce projet le plus proche possible des clients et au niveau de la région. Donc, on a pris une organisation un peu différente. Et comme une grosse partie du projet a été faite par Blue Grayot avec les équipes techniques de Blue Grayot, on avait un peu moins besoin de ce support de nos équipes techniques, le SAF. On a pu travailler donc notre équipe Europe de l'Ouest avec l'équipe Blue Grayot. Et Rudy, vous étiez aussi 5 ou 6 personnes impliquées, je crois, de votre côté. Ouais, bah c'est vrai que si tu prends tous les métiers en compte, il y a les équipes de designers produits qui ont travaillé à 3 sur le sujet. En mécanique, ils ont travaillé à 2 sur le sujet. Et de notre côté, il y avait un sur le firmware, un sur le hardware, un sur la partie application mobile. Donc, moi-même et Ramuncho, mon associé. Donc, oui, il y avait un bon paquet de personnes qui ont participé au projet quand même. Merci beaucoup. Encore 2 questions. Quelle est la durée de vie des conteneurs et des capteurs? Alors, la durée de vie des conteneurs est très longue, c'est une dizaine d'années. Ils sont très robustes, ils sont en polypropylène, très robustes. Et donc on va être sur au moins une dizaine d'années. On en met très peu au rebut, même presque aucun. Les capteurs, on va voir. Aujourd'hui, la durée de vie estimée des batteries est de 2 à 3 ans. Ça dépendra de la fréquence d'émission des messages qu'on adoptera finalement. Exactement. Donc ça pourrait être, même si on prend une fréquence d'émission un peu supérieure à ce qu'on avait imaginé pendant le projet, ce sera peut-être à 1 an. Mais voilà, donc c'est 1 an pour changer les batteries. Le capteur, lui, il pourra durer plus longtemps, il pourra subir 2 ou 3 changements de batterie, ou peut-être plus, après avoir à quelle vitesse la technologie qui a été embarquée devient obsolète. Ça, je sais pas si Rudy, tu as un avis là-dessus. Ouais, exactement, c'est ça, c'est que aujourd'hui les batteries, si on n'envoyait aucun message ou un par semaine, on pourrait durer 10 ans quoi, sur le produit. C'est vraiment la fréquence de l'envoi des messages qui va dimensionner son autonomie. À partir du moment où on va changer la batterie, j'espère que ce sera la première fois dans 1 an et demi ou 2 ans, on verra comment ça se passe. Effectivement, à ce moment-là, je pense qu'on aura tellement de retours d'expérience et des choses intéressantes, nouvelles en termes d'électronique et de technologie, que ça va démanger tout le monde d'augmenter ce produit plutôt que peut-être de faire simplement un changement de batterie. Mais ils seront toujours opérationnels et comme la durée de vie des composants, certains vont jusqu'à 40 ans. Donc, au-delà de la détérioration du plastique et des composants, c'est vraiment la batterie qui va faire qu'on va se réintéresser à faire augmenter l'objet ou non dans les années à venir. Merci beaucoup. Et dernière question,
y a-t-il une analyse de cycle de vie qui a été faite pour les conteneurs connectés? Non, on n'a pas fait spécifiquement d'analyse de cycle de vie. Non. On a répondu à la question, Nadège, du coup. Désolé, c'était un peu court. Non, mais c'est parce que je fais sur le chat en même temps. Voilà, ou quelqu'un, Christelle, qui a été d'ailleurs très active dans les questions, dit qu'elle a adoré l'intervention. Donc, c'est parfait. Merci beaucoup de vos retours par rapport aux différentes interventions. C'est toujours enrichissant. Je voulais juste faire une petite conclusion, Nadège, avant que tu conclues toi. D'abord, merci à Thierry et Rudy pour leur intervention super claire et vachement intéressante et de la préparation le temps qu'on a pris à préparer. Juste, je voulais faire un parallèle avec l'expérience client parce que le projet qui a été détaillé là, c'est un projet très technique, très électronique, qui est à la fois, comme on dit tout à l'heure, un projet lié à du process. Et d'ailleurs, la justification de l'investissement était associée à justement cette partie process et qui a quand même une expérience client qui est derrière en front. On a bien vu les deux. Et je voulais insister sur le fait que les méthodes que Rudy a parlé là aujourd'hui, on peut très bien les réappliquer d'une manière générale à tout ce qui est immatériel. Et que aujourd'hui, travailler sur quelque chose d'immatériel, une expérience, un nouveau service, etc., sans aller sur le terrain comme Blue Griotte l'a fait quand il a été voir comment ça marchait, etc., et ben c'est pareil, c'est pas imaginable non plus, en fait. Et c'est bien en réappliquant, en fait, ces méthodos qui viennent de l'industrie au domaine du tertiaire et de l'immatériel qu'à mon avis, on peut vraiment améliorer les procédés d'innovation. Ben, c'est juste juste une conviction personnelle que je voulais donner en conclusion. Je ne sais pas si tu es d'accord, Rudy, je suis sûr que tu es d'accord. Très bien, je te suis. Bon pour moi. Voilà, merci beaucoup Thierry et merci Rudy et je te laisse la parole, Nadège. Merci beaucoup. Donc, à mon tour de vous remercier également. Beaucoup de merci. Pour éviter de faire bugger la plateforme, je ne vais pas partager mon écran, mais je n'ai pas arrêté mon partage non plus. Je me dis que ça va peut-être pas aider. Ouais. Tu as très bien fait. Donc, je voulais juste, en guise de conclusion, vous rappeler qu'on a un autre webinaire qui est programmé le 11 juin, qui concerne principalement qui concerne d'ailleurs la création de la propriété intellectuelle, qui sera animée par Madame Sabine Alexandre, chargée d'affaires INPI Hauts-de-France. Donc, elle pourra répondre à l'ensemble de vos questions. Pour rappel, donc le 11 juin à 9h, je vous enverrai de toute façon un mail avec la présentation du jour et le lien pour vous inscrire au prochain webinaire. Une fois encore, merci à tous. Merci à nos différents animateurs, M. Cosson, Rudy et Jean-Michel, pour leur disponibilité et leur travail fourni pour la bonne marche du webinaire. On reste à votre disposition, donc n'hésitez pas à nous contacter par retour de mail ou même par téléphone. On est à votre disposition. Merci à tous et très bonne journée. Wow. Au revoir, à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.